Super, bon. Non. Au-delà. Non, mais parce que je suis un peu malade, donc... mais tu me ranimes hein, si je m'écroule. Non, mais on va commencer, de toute façon, ça va les faire venir. Allez, je vous propose peut-être qu'on attaque pour pas prendre trop de retard. Donc, dans cette deuxième session de la matinée, diversité, cette fois-ci géographique, culturelle, pour faire écho aux diversités qu'on avait abordées dimanche, qui étaient plus individuelles et chronologiques. J'ai l'immense chance et honneur de faire cette session avec Pascal, Bouchra et Jeanne. Je commence, je vais essayer de faire court pour leur laisser la parole parce que j'ai surtout envie de les entendre. Alors, on va attaquer tout de suite sur les diversités avec finalement... Ah, c'est bizarre, ça sort pas comme ça sortait sur mes slides. Bon, si ça fait comme ça sur toutes les slides, ça va être rigolo. On va voir. Ça va être la surprise. Un préambule pour dire que j'ai beaucoup hésité entre partir sur des choses un tout petit peu théoriques, sur l'altérité, la double causalité, l'ethnomédecine, des choses comme ça, qui sont tout aussi intéressantes et voire plus que ce que je peux vous raconter. Mais je me suis dit, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus personnel, qui est un peu un cheminement d'un sexologue que je suis depuis une quinzaine d'années, on va dire à peu près, et qui finalement a dû être confronté à cette diversité et a dû aussi être confronté à ses propres croyances et représentations. Et je vais beaucoup parler de croyances et représentations parce que finalement, c'est ce qui se joue dans la diversité autour des sexualités. Alors, la première chose, je crois qu'on peut constater ensemble, c'est qu'on peut être pris un peu de vertige face à la diversité des sexualités au sens large. Quand on pense au nombre de pays, de cultures, d'époques, d'individus, on ne pourra jamais embrasser tout ça en tant qu'individu unique par définition, et du coup, forcément, on ne se sent pas légitime pour aborder ça. Et la question de la légitimité est ressortie dans un des ateliers hier après-midi, et j'ai trouvé ça très intéressant de la part d'une intervenante qui disait « je ne me suis pas senti légitime face à cette patiente ». Et c'est tout à fait normal, naturel, et je dirais presque plutôt rassurant de ne pas se sentir légitime face à ce vertige. Alors, ça, ah, c'est pas le bon. Ah bah c'est quoi alors? On me fait des blagues. Il y a aussi la diversité des PowerPoints, il y a la diversité des intervenants, des surprises. Mais bon, c'est pas grave, je peux continuer, Rachid même, parce que les slides, c'est pas très grave. Allez, je continue pour qu'on perde pas trop de temps. Donc, quand on prend conscience de ce vertige, il y a un vertige qui se surajoute à celui-ci, c'est vraiment les vertiges de l'amour, comme dirait Bachung. C'est qu'on ne parle pas de tout ça. C'est le sujet le plus tabou et c'est le tabou le mieux partagé dans le monde. Et je crois que c'est quand même le point commun un peu basique qu'on a relevé depuis les discussions de dimanche, c'est que dans aucune culture, on se dit, la sexualité, on en parle et c'est vraiment au cœur des débats parce que c'est super important, parce qu'on vient tous de là, parce qu'on va tous un peu la pratiquer ou pas, mais que quand même ça nous concerne tous. Non, c'est tabou partout. Donc, ne pas parler de quelque chose qui est très divers, ça devient un peu compliqué. Du coup, alors c'est toujours aussi pourri sur le rendu là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc en tant que soignant, qu'intervenant, pour essayer d'accompagner les personnes qu'on a en entretien et pour embrasser les croyances, les représentations qu'ils ont autour de la sexualité, une fois qu'on a pris conscience de cette diversité et de ce tabou. Tout est question, je pense, de placer ses repères et de position. Vous savez, c'est un peu comme dans le sport, le grand sportif international que je suis peut vous en parler. Je plaisante évidemment. C'est vraiment la position, la manière dont on va se camper sur ses deux pieds et se dire j'ai mon assise, ma position de départ, et à partir de là, je peux faire mon mouvement. Et c'est un peu ce qui se passe en consultation, et la position de départ que vous avez et la manière de placer vos repères, ça va être le jeu. Le jeu, c'est qui je suis en tant que soignant.
Et c'est important de toujours se positionner. Moi, par exemple, alors je suis, comme chacun de vous, tout un tas de choses, mais dans le domaine du soin, je vais être un médecin blanc, cis, marié à un homme, donc HSH, on va dire, plus de 50 ans. C'est aussi une information importante dans la manière dont je vais embrasser les générations plus jeunes ou plus âgées, et vivant en région parisienne, donc forcément avec un background socioculturel qui est le mien, et qui fait que je vais devoir composer avec ça pour aborder la diversité qui m'est présentée en consultation. Et cette position de départ, on n'oublie jamais, parce qu'elle nous permet aussi de prendre la mesure parfois de la distance qui va se créer avec les personnes en face. Mais cette distance, elle n'est pas toujours là où on croit. Et j'aimerais vous citer un exemple. Je suis très curieux de voir comment la slide va rendre du coup. C'est la surprise. Ah non, ça rend plutôt bien. Cette distance, elle apparaît parfois là où on s'y attend pas. Alors j'aimerais vous raconter un petit exemple que j'ai vécu autour d'une pratique sexuelle que certains d'entre vous, je suis sûr, connaissent. En général, quand j'en parle à des personnes d'Afrique subsaharienne, il y a un sourire et on baisse un peu les yeux autour du Kuniyaza. J'avais été invité à parler il y a quelques mois à une journée sur les représentations des femmes africaines sur la sexualité. Autant vous dire qu'en question de légitimité, je me disais « Oula, attention, n'oublie pas ta position de départ quand même » et travaille avec des personnes concernées. Et j'avais voulu absolument trouver une pratique qui démontrait ce que j'avais déjà en tête, grave erreur, c'est-à-dire qu'avant la colonisation, c'était mieux. Et que finalement, la sexualité en Afrique respectait les femmes, que le plaisir féminin avait sa place, et que c'était évidemment les méchants colonisateurs avec la religion catholique qui avaient tout faussé. Bon. Donc, quand on part d'un présupposé, forcément, on ne fait pas un bon travail, et je tombe sur cette pratique, le Kuniyaza, et je me dis, bingo, c'est exactement ce que je cherchais. Le Kuniyaza, très concrètement, c'est une stimulation rythmique de la partie externe du sexe féminin, donc le clitoris, la vulve et l'entrée du vagin, par le pénis de l'homme, avec des mouvements, on va dire, un tout petit peu vibrants, l'objectif étant d'obtenir une émission d'eau, comme on dit, donc ce qu'on pourrait appeler une éjaculation féminine abondante, cette eau étant considérée quasiment comme sacrée, et notamment cette pratique se fait dans la région des Grands Lacs, surtout au Rwanda, sur les bords du lac Kivu. Et cette eau sacrée, c'est d'ailleurs même l'objet d'un documentaire qui s'appelle L'eau sacrée, qui est sorti en 2016, fait par une podcasteuse rwandaise, plutôt féministe, et qui nous dit à quel point cette pratique vénère le plaisir féminin. Et puis en plus, il y a une belle légende attachée au Kuniyaza, c'est que le lac Kivu se serait rempli grâce au Kuniyaza. Une reine, il y a quelques siècles, souhaitait faire l'amour, mais son mari roi était parti guerroyer, donc elle a demandé à un de ses gardes de l'honorer, de lui faire l'amour. Le garde, il était un peu tremblotant, sachant très bien que ça allait mal se passer au retour du roi quand même. Du coup, il s'est approché de la reine. D'une part, il n'a pas réussi à la pénétrer parce qu'elle est un peu... Ah. Et puis en plus, il tremblait, donc son pénis tremblait avec lui, et il a un peu inventé le vibromasseur, finalement. Tout ça tremblait à l'entrée du vagin de madame. Et la reine a eu tellement d'eau qui est sortie que ça a rempli le lac Kivu. Donc je me disais, génial, je tiens mes 10 minutes de speech, je démontre qu'avant la colonisation c'était mieux, que le plaisir féminin était encensé. Et puis je prends l'appel à un ami en me disant quand même, il faut peut-être que je vérifie ça justement avec mes amis qui connaissent bien ça. Donc j'appelle une amie, Axel Jeanne Jiquet, qui est afropéenne, féministe, qui vit en France, d'origine camerounaise. J'en parle également avec Solange, une amie que vous connaissez, en lui disant « Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux vraiment présenter ça comme une pratique féministe ?» Et là, elle me rattrape par le col en me disant « Oh là là, t'as pas tout compris là. Ça se passe pas trop comme ça. En fait, le Kuniyaza, ok, le plaisir féminin, l'éjaculation féminine, tout ça. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un petit problème, c'est que au-delà du féminisme, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il s'en fiche un peu de savoir si madame, elle a envie du Kuniyaza ou pas envie, et que des fois, pour sa fierté masculine, il va pratiquer ça pendant des heures et des heures pour obtenir cette eau sacrée, et que la femme, elle est légèrement irritée, qu'elle n'a pas beaucoup de plaisir. D'autre part, c'est que c'est associé à une mutilation génitale, et Solange vous en a parlé juste avant, je ne vais pas le redétailler, c'est le gukuna, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé de mot, c'est-à-dire cet étirement des petites lèvres qui est associé aussi au Kuniyaza parce que ça favorise, en tout cas dans les représentations, cette émission de liquide. Donc typiquement, là, moi j'ai collé ma croyance à moi
sur l'Afrique subsaharienne, sur quelque chose qui en fait nous dit plein d'autres choses dans les représentations. Et donc j'avais un peu oublié ma posture donc de blanc tout simplement, qui est simplement dans un territoire qu'il ne maîtrise pas forcément. À l'inverse, je vais me rapprocher, on va dire, de moi, de ma vie. Alors je ne pratique pas le chemsex, mais je connais beaucoup de personnes dans mon entourage personnel et chez mes patients qui malheureusement pratiquent le chemsex. En résumé, le chemsex, c'est donc cette consommation de substances dans un contexte sexuel. Quand on dit substance, c'est drogue, essentiellement des drogues de synthèse, famille des catinones associées à d'autres types de substances, de façon un peu prévue, préméditée, organisée, dans des marathons sexuels qui durent souvent 24-48 heures, voire plus, et qui concernent essentiellement les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes dans ce qu'on appelle les hotspots, essentiellement, c'est-à-dire Paris, Montpellier, pas loin, Nice, mais aussi dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que les grandes villes sont particulièrement impactées. Bon. On pourrait se dire, quand je suis face à un patient qui pratique le chemsex, je vais un peu mieux comprendre les déterminants parce que moi-même, étant HSH, comme on dit, bon, bah, peut-être que je vais plus m'identifier à ce qui se dit et mieux comprendre. Et je dois vous dire que là où de la distance se crée, où je dois me méfier de mes représentations, c'est d'un point de vue sexologique. Vous vous rappelez les courbes Masters et Johnson, très critiquables, comme on l'a répété à plusieurs reprises. Excitation, plateau, orgasme, résolution. En fait, quand vous pratiquez le chemsex, vous vous amputez de la partie amont et vous vous amputez de la partie aval. Et ça a été très bien montré, notamment dans un article d'Alexandre Aslan, où finalement, la partie montée du désir, etc., vous ne l'avez pas parce que vous allez tout de suite vous mettre dans un état excitatoire type plateau direct. Et puis, les catinones ont la propriété d'inhiber, de retarder, mais souvent d'inhiber l'éjaculation. Donc vous êtes un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue sur un plateau excitatoire un peu permanent et vous n'avez pas cette délivrance, entre guillemets, par l'orgasme. Et finalement, moi, en tant que sexologue, c'est très loin de mes représentations, là où j'ai l'impression que dans le menu sexuel, on se prive des deux meilleurs morceaux, c'est-à-dire l'entrée et du dessert, qui pour moi sont les trucs les plus intéressants dans un repas, et qu'on reste sur un plat principal, plein de sauces, un peu fadasse. Et voilà, mais là, encore une fois, ce sont mes constructions à moi, mes représentations à moi, et je dois faire très attention. Et quand on discute avec des personnes qui pratiquent avec le chemsex, quand on regarde les études et qu'on voit qu'une sur trois, par exemple, a subi des violences sexuelles dans son passé, ça interroge. Quand on sait qu'il y a un problème majeur de consentement dans les sessions chemsex, puisque les personnes ne sont plus en mesure d'exprimer leur consentement, et qu'on retrouve jusqu'à un homme sur deux qui décrit des actes sexuels non consentis, ça interroge et ça nous ramène à toute cette problématique aussi des violences et du consentement. Un troisième exemple, alors ça ne devait pas du tout sortir comme ça, là je pense qu'il y a un problème de compatibilité PowerPoint, sur le BDSM, donc en gros les pratiques sadomasochistes, pour faire court, d'accord, donc le plaisir de la souffrance reçue ou infligée. Alors là, c'est juste une petite anecdote, parce que donc j'ai un ami chirurgien qui fait des vaginoplasties, donc sur des personnes trans, donc qui en gros transforment des organes génitaux masculins en organes génitaux féminins, et qui me dit, écoute, là j'ai une patiente, donc trans, qui pratique le BDSM, il faut que tu la reçoives en consultation parce que je ne voudrais pas qu'elle détruise le vagin que je vais lui construire, ça serait quand même un peu dommage. Et donc là, c'était vachement intéressant de discuter avec ce chirurgien sur ces représentations du BDSM qui allaient jusqu'à une destruction des organes génitaux. Et il a même ajouté, ça se trouve, elle se met des couteaux dans le vagin, elle va se mettre des couteaux dans le vagin après que je lui ai fait un vagin. Je lui ai dit, écoute, calmos, je vais t'expliquer un peu ce que c'est que le BDSM, et puis surtout, on va interroger la patiente sur ses pratiques, il n'y a aucun problème, on va lui demander si elle a des pratiques pénétratives avec sextoy, machin. Et c'est un univers très codifié, avec justement un safe word qu'on peut dire à tout moment pour arrêter le jeu. Enfin, il y a tout un tas de choses, et c'est pas simplement on se tabasse, on se détruit, on se mutile. Non, c'est pas ça. Mais lui, ses représentations étaient d'une ultra-violence par rapport au BDSM, alors que c'est un peu, j'ai envie de dire tout l'inverse, c'est que c'est au contraire une violence très codifiée et très consentie. La sexualité, ça c'est quelque chose qui interroge beaucoup les sexologues. Je pense à une psychologue sexologue qui avait dit sur un plateau télé, je me rappelle, il y avait un sujet qui était passé sur la sexualité et elle m'avait dit pendant la diffusion de ce sujet, enfin quand même, moi ce truc, pour moi c'est quand même un peu des femmes et des hommes qui ont eu des problèmes sexuels dans l'enfance, quoi. Bon,
Voilà. Donc elle, ces représentations la ramenaient à quelque chose de traumatique et il n'y avait pas de reconnaissance de cette orientation sexuelle qui est la sexualité. On a vu avec Joseph le drapeau, la fierté des asexuels qui ont envie d'être reconnus comme n'importe quelle minorité sexuelle parce que c'est un moment de leur vie dans leur sexualité et à distinguer quand on est sexologue du trouble du désir hypoactif dont nous a parlé Jeanne dimanche, où il y a une souffrance associée, c'est évidemment ça qui va faire la différence majeure. Et là aussi, attention aux croyances et représentations, où on a parfois envie de pathologiser les asexuels, alors qu'ils ont juste envie d'être reconnus et qu'il n'y a pas de souffrance dans leur parcours. La foi, ça sera mon avant-dernier exemple, parce que j'ai reçu la semaine dernière, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler, une patiente qui arrive, 23 ans, je la recevais pour varices pelviennes, rien à voir, on va dire, enfin, un rapport lointain avec la sexualité, mais il y avait au départ une indication médicale, et elle arrive voilée, 23 ans, vierge, c'était écrit dans le dossier, et je me dis, bon, l'entretien sexologique, il va peut-être être un peu court, quoi. On va voir, mais je ne veux pas la gêner, je vais peut-être avoir le temps d'aller prendre un café. Et en fait, j'ai passé plus d'1 heure avec elle. J'ai eu un entretien absolument passionnant avec une jeune femme qui avait plein de questions et surtout de réflexions et de commentaires sur des aspects très physiologiques. Elle s'était beaucoup documentée sur l'anatomie du clitoris, sur la lubrification, etc. Et comme elle me l'a dit à un moment avec beaucoup d'humour, moi, avec ma religion, normalement, j'aurai qu'un seul homme dans ma vie, ce sera mon mari. Il ne faut pas que je me loupe, quoi. Ça va être celui-là et il faut que je m'épanouisse sexuellement, quoi. Donc, je me documente et voilà, je me forme. Donc, vous voyez que des fois, les représentations qu'on peut coller sur l'aspect des gens quand ils arrivent en consultation, c'est évidemment pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie. Et puis, le Burundi, alors il y avait le drapeau du Burundi, je ne sais pas pourquoi il y a Banque internationale. Le Burundi, je ne pouvais pas ne pas citer mon pays de cœur où j'ai mes premiers souvenirs d'enfance. Silver est dans la salle. En fait, quand on va au Burundi avec Delphine, on a toujours des discussions qui sont passionnantes et qui, évidemment, remettent en cause nos croyances et nos représentations. Un exemple que j'aime bien citer, c'est sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. On a toujours un ton très docte, lorsqu'on est dans les pays du Nord, pour dire identité de genre, alors on fait le petit schéma du bonhomme en pain d'épices, là, c'est dans la tête, et puis l'orientation, c'est le cœur, et machin et tout. Et les échanges que j'ai eus vraiment avec Burundais et Burundaises dans ces sessions de formation m'ont vraiment aussi permis de cheminer sur le fait qu'une identité de genre, elle se forge aussi en fonction de son orientation sexuelle. Et comme me l'a dit un des étudiants burundais, un homme cis homosexuel ne va pas construire ses représentations masculines de la même manière qu'un homme hétérosexuel. Et être un homme, pour lui, ne signifie pas les mêmes choses. Et ça, je trouve ça très intéressant. On n'a pas du tout le temps de développer, mais en tout cas, ça permet d'affiner un peu le discours. Au final, et avant de laisser la parole à mes 3 comparses, vous l'aurez compris, ce genre d'entretien, c'est toujours un rendez-vous en terre inconnue et on n'est jamais légitime face à un patient. Et je crois que l'humilité, c'est vraiment le mot-clé, c'est-à-dire qu'on est face à une boîte noire, à un monde complètement étranger au nôtre, même chez des personnes dont on pourrait penser qu'elles ont une vie proche de la nôtre. Et les 2 petites clés, moi, en une quinzaine d'années de sexologie que j'ai réussi à trouver, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, c'est le positionnement, ne jamais oublier où on est et d'où on vient, et du coup la distance qui peut être parfois mise avec quelqu'un parce qu'on est loin de sa culture, et puis la curiosité, mais dans le bon sens du terme, être curieux de l'autre, cette fameuse altérité, être curieux d'aller plonger dans la sexualité de l'autre. Il y a un patient africain, une fois, qui m'avait dit je vais me mettre à nu devant vous, vous allez plonger dans ma vie intime comme si vous plongiez dans une rivière. J'ai trouvé la formule jolie, donc je vais finir là-dessus. Merci.